Bonjour, sommes-nous vraiment libres lorsque nous vendons nos services sur une plateforme numérique type Uber ou Deliveroo? Voilà la question philosophique d'un texte au nom quelque peu barbare. Proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques. Le texte a été porté par le groupe socialiste. Il a suscité un débat très intéressant en séance. Je vous laisse juger. Direction l'hémicycle. On se retrouve juste après sur Public Sénat. Je tiens avant toute chose à remercier notre rapporteure Nadine Grelet-Certenais pour la grande qualité de son travail sur la présente proposition de loi dont elle est co-autrice. Uber est le symbole d'un changement social irréversible, c'est ce que déclarait en 2015 son directeur général. C'est en tout cas ce que cette plateforme numérique et ses pareils veulent nous faire croire. Ce faisant, elles prétendent nous imposer un nouveau contrat social avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Ce contrat présuppose notamment que le droit du travail soit soumis aux impératifs d'un certain type de modèle économique ou être contourné par tout moyen possible, y compris par le biais du subterfuge numérique. Pour notre part, au groupe socialiste et républicain, nous rappelons que notre organisation sociale repose sur un dogme juridique porteur de valeurs. Ces valeurs dont nous avons fait le choix, avec le Conseil national de la résistance, ont présidé à la formalisation de notre ordre social et économique. L'article 1er de notre Constitution dispose ainsi que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il n'y a pas de fatalité à subir les failles de notre système, ni les choix d'acteurs ultralibéraux quand ils minent ce modèle et en remettent en cause les fondamentaux. Ces fondamentaux sont pourtant mis à mal par un type d'intermédiation qui a émergé avec l'économie 2.0. L'intervention d'un tiers dans la relation salariale traditionnelle, qui unit de manière directe le salarié et son employeur, a été longtemps interdite en France. Il s'agissait d'empêcher les pratiques de marchandage ou les prêts de main-d'œuvre lucratifs par lesquels les intermédiaires s'immisçaient pour revendre le travail des ouvriers. Ce n'est qu'à partir de 1972 que cet interdit a été levé. L'intermédiation s'est en effet révélée prometteuse pour répondre aux défis de l'emploi. S'il ne s'agit pas encore d'un phénomène massif dans notre pays, l'utilité des acteurs de l'intermédiation est démontrée. Elle permet par exemple la mise en place de nouvelles formes de protection de travailleurs victimes de précarité dans le cadre de leur expérience professionnelle. Les coopératives d'activité et d'emploi en font partie. Cette logique est dévoyée par des entreprises qui ont pensé un modèle de plateforme numérique qui expose les travailleurs à la précarité. Elles font le choix d'organiser leur modèle économique autour de l'utilisation d'algorithmes qui rebattent les cartes du secteur de l'intermédiation. Elles se sont structurées de façon à tirer profit des failles d'un système de protection sociale qui se veut protecteur des travailleurs. Le recours abusif aux auto-entrepreneurs et l'utilisation d'algorithmes sont les moyens favorisant l'exploitation de ces failles. Elles les exemptent du versement de cotisations sociales alors même que leur modèle économique est si peu viable que le paiement de salaire en bonne et due forme est un exercice qui les mènerait à la banqueroute. Le récit sur la révolution numérique et les nouveaux mondes qu'elle ouvre vient achever l'opération de camouflage d'une entreprise prosaïquement opportuniste et dégénératrice des droits des travailleurs. Ce subterfuge numérique, c'est l'invocation incantatoire des intelligences artificielles. Elle remplacerait le travailleur ou la travailleuse humaine. Derrière ces intelligences artificielles, ce sont pourtant des individus qui travaillent, trop souvent dans des conditions de précarité et pour des missions mal payées. Ce subterfuge, c'est aussi le recours par des plateformes dominantes à la poudre aux yeux des algorithmes. La responsabilité de déterminer les conditions de rémunération des travailleurs, la contractualisation entre ces derniers et les plateformes leur est abandonnée. Ils sont l'expression d'une politique de gestion des ressources humaines délétères qui se déploie en toute opacité. Les algorithmes génèrent des conditions de travail instables et une rémunération volatile qui peuvent être génératrices de souffrance au travail. Si l'activité des plateformes qui y recourent s'inscrivait dans l'esprit de notre République sociale, ces conditions seraient établies dans des contrats à même d'offrir de la prévisibilité aux travailleurs. Tel n'est pas le cas. Les travailleurs concernés sont exposés à une relation commerciale structurellement inégalitaire. Auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, ils sont dépouillés de leur droit à négocier les conditions dans lesquelles ils effectuent leurs prestations ainsi que leur rémunération. Des livreurs de Deliveroo au VTC d'Uber, je parle de professionnels qui ont voulu faire le choix de l'autonomie. Une partie d'entre eux ne veut pas revenir dans le cadre protecteur du salariat qu'ils jugent trop contraignant. Ils se trouvent pourtant aujourd'hui, contre leur gré, dans des situations de dépendance et de subordination de fait, celles-là même qui définissent la condition salariale. Dépouillés de leurs droits sociaux, ils n'en ont cependant ni les avantages ni les protections. Ils sont pourtant combatifs. Ils ont su, malgré leurs contraintes professionnelles, faire émerger une problématique jusque-là méconnue. Nous les remercions pour leur rôle de lanceurs d'alerte. Ils donnent à la société l'occasion de se saisir d'une situation d'injustice et de mettre fin à des pratiques entrepreneuriales qui représentent un danger pour notre société.
Je pense aux chauffeurs de VTC qui peuvent être victimes de déconnexions abusives. Un chauffeur peut être radié de l'application qui lui permet de gagner son pain de manière arbitraire, sans recours possible. Les livreurs à vélo connaissent le même type de situation. Leur tableau est noirci par le caractère dangereux de leur mission. Évoluant en milieu urbain, ils sont vulnérables et incités à prendre des risques par un management qui fait fi de l'humain. Ces plateformes ne font pas moins que de remettre au goût du jour le tâcheronnage en le revêtant des habits scintillants du progrès technique et des mirages numériques. Pour l'instant, le capitalisme de plateforme n'a pas permis de servir l'intérêt général. Le travail que nous avons mené sur le sujet nous a au contraire conduit à la conclusion opposée. Peu de sphères de notre société pourraient se targuer d'être à l'abri des bouleversements induits par ce nouveau type d'organisation économique. De très nombreux secteurs de notre économie de services sont susceptibles d'être ubérisés, selon le terme désormais consacré. Il n'est pas un secteur qui ne soit susceptible de faire l'objet de cette révolution délétère. Face à ce constat, nous avons tiré nos conclusions. Nous considérons qu'il ne revient pas à la société de fermer les yeux sur le détournement de son système de protection sociale à des fins privées, ni de mettre à bas les droits des travailleurs, ni de piller les caisses de la sécurité sociale pour garantir à des entreprises économiques une viabilité qui n'est nullement acquise. Certes, en France, comme à travers le monde, la justice a été saisie à plusieurs reprises pour mettre fin à des situations d'abus caractérisées. Deliveroo est par exemple en butte en France à des actions de ses livreurs qui contestent un changement de tarification opéré en juillet. Par ailleurs, la Cour de cassation a décidé en novembre 2018 de requalifier le contrat commercial d'un ancien livreur de Take It Easy, société aujourd'hui liquidée, en contrat de travail. À la suite de cet arrêt, tous les chauffeurs ou livreurs d'auto-entrepreneurs se sont retrouvés en capacité de demander une requalification de leur contrat commercial en CDI, la requalification des salariés déguisés en salariés de plein droit étant rétroactive. Les plateformes se sont trouvées confrontées au risque de devoir verser des cotisations sociales qu'elles n'avaient sans doute pas provisionnées. Les conséquences financières de cette décision sont potentiellement énormes, notamment au profit de l'URSSAF. L'une des réactions des plateformes face à ces décisions consiste en la mise en place de mesures qui ne valent que par leur effet d'annonce. La plateforme de Deliveroo a ainsi annoncé en octobre 2009 la mise en place pour ses livreurs en France d'une assurance maladie complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il s'agit d'un effet d'annonce selon les principaux intéressés. Les recours et le droit existant nous paraissent donc insuffisants pour faire face à la nature et à l'ampleur des bouleversements qu'est susceptible d'induire l'économie de plateforme. Et ce d'autant moins que nous sommes confrontés à une démarche gouvernementale visant à exempter les entreprises de leurs devoirs en tant qu'employeurs. Je fais ici référence à l'inscription par le gouvernement de chartes facultatives dans la loi mobilité. Elle dispose dans son article 20 que les plateformes de livraison puissent instaurer des chartes qui seraient porteuses de droits sociaux. Cette parade vise à soustraire les plateformes à d'éventuelles requalifications des contrats de travailleurs indépendants en salariat. Le groupe socialiste et républicain s'y est opposé, emmené notamment par mon collègue le sénateur Olivier Jacquin, co-auteur de la présente loi. Cela n'a pas été une mince satisfaction que d'apprendre la censure partielle de cette charte par le Conseil constitutionnel. Nous proposons donc une réponse législative dédiée à cette problématique. Mais il ne s'agit pas ici d'infléchir le droit du travail pour donner à des entreprises au modèle économique non rentable accès à des travailleurs bénéficiaires de droits au rabais et donc moins coûteux. Nous prenons donc le parti, face à un dévoiement des dispositifs d'intermédiation, de promouvoir un modèle d'intermédiation vertueux par le biais du recours aux coopératives d'activité et d'emploi. La présente proposition de loi énonce ainsi que les plateformes numériques devront dorénavant recruter soit au statut de salarié, soit en tant qu'entrepreneur salarié d'une CAE. Il s'agit ici de réaffirmer des valeurs profondément progressistes de défense du droit du travail et de la citoyenneté sociale des travailleurs. C'est aussi pour nous l'occasion d'une mise en valeur du modèle coopératif. Il repose sur la propriété collective d'un outil de production et sur la participation démocratique des coopérateurs aux décisions de l'organisation. Il résout le problème de l'indépendance revendiquée par les travailleurs numériques ou en tout cas leurs représentants. L'entrepreneur salarié dispose des mêmes protections sociales qu'un salarié. Il dispose également d'un accompagnement de la coopérative pour la gestion administrative. En ce qui concerne son salaire, il reçoit une rémunération composée d'une part fixe versée mensuellement et d'une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement liées à son activité et de sa contribution relative aux services mutualisés proposés par la coopérative. La présente proposition de loi constitue par conséquent une réponse législative sans ambiguïté face à la tentative des plateformes de contourner notre droit social conquis de haute lutte. Elle s'inscrit en défense du modèle social français. Merci. Madame la rapporteure Nadine Grelet-Certenais, vous avez la parole, chers collègues.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Monique Lubin, que j'ai co-signée avec les membres du groupe socialiste et républicain, vise à rétablir les droits sociaux dont un nombre croissant de travailleurs sont privés du fait du développement de l'économie des plateformes. En effet, si le numérique est porteur de nombreuses opportunités, il peut aussi représenter pour notre cohésion sociale une menace contre laquelle il est indispensable que les pouvoirs publics interviennent. Les différents travaux lancés au Sénat sur le sujet témoignent de la prise de conscience de cette nécessité. Si la Commission des affaires sociales n'a pas adopté le texte, elle a reconnu l'importance de cette question et partagé certains constats. L'apparition et le développement d'entreprises proposant de mettre en relation des travailleurs indépendants et des consommateurs via des applications numériques est une des évolutions majeures du marché du travail depuis les années 2010. Si chacun a en tête les voitures de transport avec chauffeur et la livraison de repas, ce phénomène touche un nombre sans cesse croissant de secteurs. Métiers du numérique, services à la personne, hôtellerie, restauration, jusqu'aux micro-tâches extrêmement parcellisées confiées à des travailleurs du clic. L'économie de plateforme concerne potentiellement un périmètre très large. Les informations sur la taille de cette économie restent toutefois à ce jour très incomplètes. L'estimation la plus répandue fait état d'environ 200 000 travailleurs actifs à plein temps ou de manière plus ponctuelle. Il n'en reste pas moins que ce phénomène, de plus en plus visible, est révélateur d'une tendance inquiétante dont la comptabilisation apparaît comme un enjeu en soi. Le développement des plateformes numériques de mise en relation vient à rebours d'une longue dynamique créatrice de droits. En effet, leur mode de fonctionnement consiste, en s'abritant derrière une indépendance parfois purement formelle, à s'affranchir des obligations que le Code du travail impose aux employeurs vis-à-vis des salariés, tout en éludant largement la participation au financement de notre système de protection sociale. Elle s'appuie pour cela sur les avantages fiscaux et sociaux et sur la simplicité du régime de la micro-entreprise, ainsi détourné de sa finalité initiale. Pour les travailleurs, l'illusion d'une autonomie et d'une liberté, ainsi que la préférence à court terme pour une rémunération plus élevée, se traduit en fait par une protection faible, voire inexistante, contre les risques d'accident du travail et la perte d'emploi, ainsi qu'une absence de droit face aux réels donneurs d'ordre, notamment en matière de durée du travail. Ainsi, on peut voir dans le développement de l'économie numérique l'émergence d'une nouvelle forme de tâcheronnage. Ce phénomène ne doit pas être considéré isolément. Il s'agit du dernier avatar de la flexibilisation des rapports de travail qui accentue la polarisation du marché du travail et ouvre la voie à une hyper-précarisation de certaines populations. Face à cette situation, le législateur a jusqu'à présent cherché à conférer aux travailleurs des plateformes des embryons de droits, dont une grande partie repose sur le bon vouloir des plateformes. Avec l'entrée en vigueur de la loi d'orientation des mobilités, les plateformes de VTC et de livraison ont désormais la possibilité d'établir unilatéralement une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de leur responsabilité sociale. Le Conseil constitutionnel, en censurant une partie de cette disposition dans sa décision du 20 décembre dernier, a estimé que le législateur était allé trop loin dans l'abandon aux plateformes de l'exercice de sa compétence. Cette démarche témoigne à mon sens d'une timidité des pouvoirs publics à l'égard des opérateurs de plateformes qu'il n'a pas lieu d'être puisqu'il s'agit de défendre une certaine conception de notre modèle social. En outre, cette ébauche de cadre est source d'insécurité juridique, comme le prouve la jurisprudence récente de la Cour de cassation, le fameux arrêt Take It Easy du 29 novembre 2018, établissant que les conditions dans lesquelles certaines plateformes se comportent à l'égard de leurs partenaires permettent d'établir l'existence d'un lien de subordination. D'autres pays ont eu plus de courage. Je pense à la loi adoptée en septembre dernier par l'État de Californie, berceau des plateformes, qui soumet au respect de conditions rigoureuses l'emploi de travailleurs indépendants. Cette proposition de loi adopte donc une démarche toute différente. Son article unique remplace l'ensemble des dispositions de la 7e partie du Code du travail applicables aux travailleurs des plateformes par une règle simple qui renvoie à des statuts préexistants et protecteurs au lieu de laisser prospérer un tiers statut incomplet. Il s'agit d'imposer aux plateformes d'avoir recours soit directement à des salariés, soit à des entrepreneurs salariés adhérant à une coopérative d'activité et d'emploi. Ces CAE sont apparus dans les années 90 et ont été consacrés par la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014. Il s'agit d'une forme originale de coopérative qui permet de concilier entrepreneuriat individuel et protection sociale. En effet, la loi Hamon de 2014 a introduit dans la 7e partie du Code du travail un nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée, le contrat d'entrepreneur, salarié et associé. Le titulaire de ce contrat a un statut hybride susceptible de répondre aux besoins d'autonomie et de protection des travailleurs de plateforme. Vis-à-vis des clients, l'entrepreneur salarié est un entrepreneur indépendant. Vis-à-vis de la coopérative, il est un salarié à part entière.
Au-delà d'un statut, la CAE apporte au travailleur, en échange d'une contribution financière, un accompagnement dans son projet, des services mutualisés ainsi qu'un cadre collectif. Si elle reste méconnue, les CAE sont en plein développement. Certaines régions ainsi que des départements ont été des soutiens importants de leur constitution. Cette proposition de loi s'inscrit dans la lignée d'expériences conduites en France et en Europe qui vise à promouvoir un modèle alternatif en s'appuyant sur le fonctionnement coopératif. D'une part, à côté des plateformes de type capitalistique, d'autres types de plateformes émergent, parfois regroupées sous l'intitulé des coopérativismes de plateformes. Elles sont encore peu nombreuses en France, mais peuvent réussir en se positionnant sur des niches que n'occupent pas, pour le moment, les grandes plateformes. D'autre part, l'idée de l'entreprise porteuse coopérative proposant aux travailleurs opérant sur les plateformes un statut de salarié tout en les laissant autonomes dans l'organisation de leur profession a directement inspiré la présente proposition de loi. Il existe à ce jour un précédent en Europe, l'expérience menée par la coopérative Smart en Belgique entre 2013 et 2017 auprès de coursiers à vélo. Cette expérience a permis de montrer qu'un tel modèle très proche de celui de la CAE pouvait aboutir à des résultats en donnant à des travailleurs organisés sous forme de coopérative un pouvoir de négociation face aux plateformes. Elle a par ailleurs fourni de précieuses informations sur l'accidentologie des coursiers à deux roues, confirmant le caractère particulièrement exposé de cette activité. L'objet de cette proposition de loi n'est donc pas de sécuriser économiquement et juridiquement le modèle délétère promu par les plateformes, mais bien de promouvoir un modèle susceptible de répondre à la recherche d'autonomie des travailleurs, tout en leur offrant un soutien juridique, une inscription dans un collectif et une protection sociale appropriée. Néanmoins, la Commission des affaires sociales a considéré que les problématiques soulevées par le développement de l'économie des plateformes ne pouvaient pas trouver une réponse unique en raison notamment de la diversité des acteurs et des situations et que le salariat ne correspondait pas nécessairement aux aspirations de ces travailleurs. Elle n'a donc pas adopté cette proposition de loi. Vous comprendrez que je le regrette à titre personnel. Tous les travailleurs devraient pouvoir bénéficier d'une protection sociale digne de ce nom, y compris ceux qui ne le demandent pas. La Commission a confié en septembre dernier à Michel Forissier, Catherine Fournier et Frédéric Puissat une mission d'information qui doit rendre ses conclusions au printemps. Cette mission se poursuivra donc, enrichie des réflexions et des débats menés dans le cadre de l'examen de la proposition de loi, étant entendu que nous visons tous le même but, la protection des travailleurs. Je vous invite, à titre personnel, à adopter ce texte que la Commission des affaires sociales a rejeté et je vous en remercie. Madame la ministre, à vous. Président, d'abord, merci d'avoir accepté que je parle du bon compte tenu de mon pied accidenté. Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Alain Milon, Madame l'auteur de la proposition de loi, Monique Lubin, Madame la rapporteure Nadine Grelet-Certenais, Messieurs les sénateurs. L'essor de l'économie des plateformes numériques, de mise en relation des travailleurs avec les consommateurs, est une des évolutions conséquentes du marché du travail depuis une dizaine d'années, en France, en Europe et dans le monde. L'impact est fort, il est économique, il est social, il est territorial. Et c'est un sujet d'autant plus complexe qu'il y a une grande variété de structures, une multiplicité d'acteurs qui ont des aspirations très diverses. Notre point de vue et notre conviction, c'est qu'il n'y a pas de solution unique pour répondre à tous ces défis de la construction d'une économie des plateformes financièrement soutenable, techniquement innovante et socialement responsable. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être socialement responsables. Or, que prévoit votre proposition de loi? D'abord, sur le plan légistique, elle supprime l'ensemble des dispositions du titre 4 du livre 3 du Code du travail. Il s'agit de la partie dédiée aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Je rappelle que cette partie du Code du travail a été créée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du travail, du dialogue social, à la sécurisation des parcours professionnels. Et elle a été complétée très récemment par la loi d'orientation sur les mobilités. Deuxièmement, vous proposez de remplacer l'ensemble de ces dispositions par un article unique, celui de votre projet de loi. Ce dernier crée pour les travailleurs non salariés recourant aux plateformes l'obligation d'exercer leur activité en tant qu'entrepreneur salarié ou associé d'une coopérative d'activité et d'emploi. Votre proposition de loi, comme cela a été souligné lors de son examen en commission, présente une double difficulté. En créant une obligation générale, elle ne prend pas en compte la diversité des aspirations des travailleurs qui recourent aux plateformes, ni la spécificité du projet porté par les coopératives d'activité et d'emploi. En effet, le champ des travailleurs des plateformes, tel que le définit la PPL, est très large, puisqu'il comprend tous les types de plateformes numériques, indépendamment de leur degré d'intervention dans les conditions d'exercice de l'activité.
Or, les utilisateurs de plateformes ne sont pas tous des travailleurs précaires ou des auto-entrepreneurs qu'il faut accompagner dans le lancement de leur activité. Certains sont des travailleurs freelance, en bon français, très qualifiés, ou des travailleurs indépendants bien installés qui recourent aux plateformes pour trouver leurs clients. Adhérer à un projet coopératif ne répond pas forcément à leurs aspirations. Leur couverture sociale, qui certes peut être améliorée, correspond à celle des autres travailleurs indépendants et pose plus largement la question de la convergence de nos systèmes de protection sociale, ce que nous sommes en train de faire dans les retraites. À l'autre bout du spectre, certains travailleurs ne recourent aux plateformes que de manière occasionnelle, comme revenu d'appoint. Ce sont parfois des étudiants ou des salariés qui recherchent un complément de revenus. De la même manière, ce ne sont pas des entrepreneurs qu'il convient d'accompagner dans le lancement d'une activité. Or, c'est l'objet même des CAE auxquels vous proposez de recourir systématiquement. Ensuite, faire des coopératives un outil simple d'accès à la protection sociale via le statut de salarié, c'est en détourner l'objet. Ce sont des outils d'intéressement, des outils intéressants d'accompagnement d'autopreneurs pour lancer leur activité. Ils n'ont pas pour vocation à devenir un système de protection sociale dans la durée. Elle ne fonctionne que grâce à un fort dynamisme entrepreneurial et territorial. Il implique l'adhésion de ses membres au projet porté. Donc, une obligation va à l'encontre de cet esprit d'adhésion. Mais il y a d'autres voies possibles pour améliorer la protection sociale de ces travailleurs indépendants. Depuis 2016, le législateur s'est efforcé de construire une responsabilité sociale des plateformes. Des progrès importants ont été acquis pour ces travailleurs en matière d'accident du travail, en matière de formation, en matière de droit d'action collective, la loi d'orientation des mobilités ainsi que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ont défini notamment des règles d'alimentation du compte personnel de formation. Je rappelle par ailleurs que la loi sur les mobilités a mis en place un droit à la déconnexion et une transparence au niveau du prix des courses pour les plateformes électroniques de mise en relation avec des chauffeurs VTC ou des coursiers. S'agissant des chartes homologuées par l'administration, elles ont pour vocation à inciter les plateformes à être plus transparentes sur leurs engagements sociaux et à leur laisser la possibilité d'aller plus loin. Enfin, sur le volet du dialogue social, des débats parlementaires avaient fait émerger la nécessité d'organiser une meilleure représentation de ces travailleurs pour leur garantir l'existence d'un dialogue équilibré avec les plateformes numériques et leur permettre ainsi de contribuer à la détermination de leurs conditions de travail. C'est précisément l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 48 de la loi d'orientation des mobilités. D'ailleurs, dans la perspective de l'élaboration de cette ordonnance, le gouvernement a confié hier une mission à M. Jean-Yves Frouin, ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, avec des experts pour travailler sur ce sujet. De façon générale, les travailleurs des plateformes posent la question de l'amélioration de la protection sociale des indépendants et de l'universalité de notre système de protection sociale. Plusieurs pas ont été faits, j'en citerai deux. Depuis janvier 2019, les travailleuses indépendantes, chefs d'entreprise et conjointes collaboratrices bénéficient désormais des mêmes prestations maternité que les salariés. Et depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants ont désormais droit à l'assurance chômage sans cotisation supplémentaire. En conclusion, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement vous invite à rejeter cette proposition de loi. Mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion de nous retrouver prochainement sur le sujet du droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants, puisqu'il fait l'objet depuis septembre dernier de la mission d'information menée par mesdames Catherine Fournier et Frédérique Puissat et monsieur Michel Forissier, rapporteur de la loi Avenir professionnel, que je salue à cette occasion. Merci. Donc, dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe CRCE pour une durée de 6 minutes. J'ai fait mes calculs. Si tout le monde cède 1 à 2 minutes, ça passe. Ou sinon, ça passe pas. Voilà, c'est clair. À vous. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Madame l'auteur, le sujet qui nourrit ce soir est majeur. Je viendrai dans mon commentaire, je ne savais pas ce que vous disiez Madame la Ministre, mais là je peux vous dire que j'ai été effaré d'entendre ce que vous avez dit sur la situation des travailleurs des plateformes de travail. Franchement. Bon, on va y revenir. Cette question, vous avez évoqué quand même qu'il existait Deliveroo ou Uber. Vous le savez, nous le savons tous, c'est pas un problème d'une poignée de travailleuses et de travailleurs. Tous ceux qui ont vu le film de Ken Loach voient bien et comment ça témoigne magistralement les méfaits de l'ubérisation
qui dépasse les seules travailleuses et travailleurs des plateformes ou non d'ailleurs. Et il en va de l'idée que le travail doit donner accès dans notre société au statut protecteur de l'emploi. Et là, je ne vous ai pas entendu. Il en va également de l'idée que nous sommes toutes et tous égaux devant la loi, en tant que citoyennes et citoyens, et en tant que travailleuses et travailleurs, mais aussi en tant qu'entreprise. Et le modèle sur lequel reposent les plateformes numériques de travail représente un danger pour notre modèle social, Madame la Ministre, en raison de l'extrême paupérisation qu'il provoque. Et là, j'avoue que j'ai été scotché de ne pas entendre un mot. Je vous écoutais attentivement, vous avez dit à un moment qu'il faut même améliorer la protection sociale des travailleuses et des travailleurs des plateformes. Ils n'en ont pas, Madame la Ministre, quasiment pas. Quasiment pas. Quasiment pas, allez les voir. Et cela constitue un danger aussi pour notre modèle économique. Parce que nos TPE, PME, nos artisans, les petits commerçants de toutes les entreprises, eux, ils subissent une concurrence déloyale de plateformes qui respectent ni le droit commercial, vous ne l'avez pas dit, ni le droit du travail, ni la protection sociale. Donc il est nécessaire et urgent d'intervenir, et ceci avec tout le sérieux et toute la rigueur que cette question mérite au regard des nombreux enjeux et implications. Et là, je le dis, notre groupe craint que la proposition de loi que nous examinons ne réponde pas à cette impérieuse exigence. Donc, collègues socialistes verront qu'on a voté tout à l'heure plein d'amendements et le projet de loi, mais que là, on va avoir une autre attitude, parce que nous avons trouvé que l'article et l'approche étaient trop lacunaires, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, d'authenticité pour notre groupe, et un peu maladroit sur certaines questions. Initialement, on a vu, cette PPL remettait le recours à la notion de plateforme de mise en relation par voie électronique. Alors, c'est peut-être pas étonnant, puisque ces termes avaient été retenus d'abord par la loi El Khomri, pour désigner des plateformes comme Uber et Deliveroo. Et cette loi El Khomri, elle a permis à Uber et Deliveroo de faire ce qu'ils voulaient, totalement. L'idée était de faire croire que ces plateformes n'étaient que des intermédiaires, des simples outils de remise en relation, et donc elles n'ont pas appliqué la législation sociale aux chauffeurs et aux coursiers. Et en réalité, nous avons affaire à des plateformes de travail. La Cour de justice de l'Union européenne a depuis confirmé cela. La mise en relation n'est que l'accessoire de l'activité principale de ce type de plateforme. Elles ne peuvent pas prétendre se présenter comme de simples plateformes de mise en relation. Il existe de vraies plateformes de mise en relation, oui, où il y a des clients avec des indépendants. Mais vous voyez, il faut faire la clarté quand même sur ces questions-là. Des plateformes qui n'ont pas vocation à permettre à des entrepreneuses, à des entrepreneurs d'avoir davantage de visibilité sur le marché. Eh bien, cette proposition de loi, en visant des plateformes de mise en relation, nous semble se tromper de cible. C'est grave. C'est bien compris que c'est pourquoi il y avait eu un élément de ressources avec un amendement, mais qui ne va pas faire complètement le compte sur l'approbation de la loi. Alors évidemment, on a dû penser à des choses simples, conseils. Il y a des créatrices de bijoux qui proposent ces créations, par exemple sur la flore Metsi, pas du tout concernées par notre sujet. Il y a l'artiste peintre qui va exposer certaines de ses poils via la plateforme Singular, ou encore aux freelances qui choisissent des missions dans leur domaine professionnel via la plateforme Malte. Est-ce qu'on va les forcer tous, ces personnes qui utilisent des plateformes pour élargir leur clientèle, à endosser une très inadéquate qualité de salarié? Allons-nous les forcer, des plateformes qui ne sont pas coupables de fraude à la loi ou à la concurrence déloyale, à changer leur forme sociétaire et à devenir des coopératives d'activité économique? On dit plutôt CAE quand on suit le sujet de près. Au seul motif qu'elles sont numériques. Donc nous pensons que le texte en l'état, là, constitue une entrave injustifiée à la liberté d'entreprendre et un dévoiement du statut salarial. Et en parlant de dévoiement, le texte prévoit en outre comme seul échappatoire à un statut salarial forcé la coopérative d'activité et d'emploi. Tout d'abord, sur l'organisation en coopérative, mes chers collègues, n'inventons pas l'eau chaude. Des coopératives éthiques et démocratiquement gérées, telles que, par exemple, CopCycle, existent déjà pour les travailleuses et les travailleurs des plateformes. Nous avons pu le voir avec les coursiers de Bordeaux, de Nantes, de Lyon ou encore ceux de Toulouse. Et surtout, ces coopératives, elles sont nées d'une volonté des travailleuses et des travailleurs de s'unir. Et forcer cette forme sociétaire, ça serait prendre le risque de dévoyer le projet des coopératives d'activité et d'emploi et de leur faire perdre en pouvoir et en démocratie. Donc nous pensons que là, il y a une erreur. D'ailleurs, ça les forcerait même à devenir des structures, à avoir forcés par des structures administratives qui les forcent au portage.
Donc, nous n'allons pas voter ce projet de loi. On votera l'amendement dont nous avons pris connaissance parce qu'il rectifie un petit peu, puisqu'il aborde là, avec un peu plus de précision, le fait qu'on détermine ces plateformes qui fixent notamment les prix. Parce que là, j'écoutais Madame la ministre. Franchement, j'ai pas une mauvaise humeur ce soir. Vous avez suivi l'évolution des logiciels, des algorithmes sur les courses, les conditions de travail, les trajets, les rémunérations des travailleurs, de Deliveroo, d'Uber, des uns et des autres? Alors, si on a suivi ça, attendez, c'est les canuts du XXIe siècle, Madame la ministre. Vous connaissez les rémunérations? Vous connaissez le nombre d'accidents? Il faut conclure parce que vous dépassez. Donc, nous voterons l'amendement. Néanmoins, nous pensons qu'il faut poursuivre ce travail. On l'avait soumis à l'ensemble des groupes. On avait déposé une loi le 13 septembre. On a été étonné d'un silence radio, y compris de nos collègues socialistes. C'est dommage. On aurait pu aller à une loi complète et qu'on aurait pu voter ensemble. Bien. Donc, j'avais demandé de lâcher un peu de temps et pas d'en prendre un peu plus. Donc, c'est Monsieur Claude Malhuret maintenant. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire le contraire et de suivre votre avis. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la croissance de nombreuses plateformes numériques témoigne de l'appétence de certains de nos concitoyens pour l'ubérisation. Elle peut avoir des avantages, elle introduit plus de concurrence dans des domaines qui en étaient parfois protégés. Les consommateurs bénéficient dans certains cas de services de meilleure qualité à des prix plus compétitifs. Mais cette nouvelle économie présente parfois une dimension plus sombre, une dimension où l'entrepreneur n'est entrepreneur que sur le papier, tandis que dans les faits, cet entrepreneur est sous la dépendance d'un client qui n'est autre que son donneur d'ordre. Le groupe Les Indépendants partage les préoccupations que soulève la situation d'une partie des entrepreneurs de la nouvelle économie. Nous observons en effet que certaines relations commerciales constituent en réalité des relations salariales, comme en témoignent plusieurs décisions de jurisprudence. La solution qui nous est proposée est simple, mais peut-être trop simple. Il faudrait que tous les actifs rentrent dans la case du salarié. À gauche, on propose l'entrepreneur salarié. Encore plus à gauche, le salariat pur et simple, mais les situations des actifs sont parfois trop diverses pour correspondre à un seul statut. La présente proposition de loi consiste à rendre obligatoire pour les travailleurs recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes numériques d'être soit salariés de cette plateforme, soit entrepreneurs salariés ou associés d'une coopérative d'activité et d'emploi. Cette solution nous paraît problématique à plus d'un titre. D'abord, parce que la loi qui régit les coopératives dispose en son article 1er, je cite, que la coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies. Ainsi, la création ou l'intégration d'une coopérative, comme de toute société, repose sur le consentement des intéressés. L'obligation, même proposée dans un but de protection des actifs concernés, nous semble être contraire au principe de la coopérative. Une autre difficulté est soulevée par le périmètre de la proposition de loi que nous examinons. Il ne concerne que les plateformes de mise en relation par voie électronique. Il nous semble que le problème posé par une relation commerciale qui dégénère en relation de dépendance, voire en salariat, est un problème plus large qui ne peut être réduit à ces seules plateformes numériques. Enfin, parce que cette solution viendrait alourdir un peu plus encore le marché de l'emploi, ces plateformes du numérique ont beaucoup de torts, mais il faut le reconnaître qu'elles ont démontré à ceux qui en doutaient que le coût du travail salarié en France est un véritable frein à l'emploi. La protection sociale des travailleurs n'est évidemment pas une aberration à nos yeux. L'aberration pour nous, c'est de conditionner la protection sociale au statut des individus. Nous souhaiterions voir un système de protection sociale unifié, oserais-je dire universel, dans lequel chaque actif cotiserait sans considération de son statut. Il nous semble équitable que le travail, peu importe la forme sous laquelle il est effectué, donne lieu au même niveau de protection sociale. Un tel système ne saurait cependant s'imposer à ceux qui ne le souhaitent pas, et ceux-là devraient pouvoir rester libres de s'en affranchir et recourir à d'autres moyens de financement de leur protection sociale. Le problème soulevé par cette proposition de loi est aussi celui de la dépendance économique, car ce que rencontrent les entrepreneurs individuels, les TPE, les PME le rencontrent aussi. Ce sont les pratiques anticoncurrentielles, les abus de position dominante, ou encore les ruptures brutales de relations commerciales. La très grande majorité des entreprises françaises sont des TPE et PME. Elles sont dynamiques, innovantes, elles sont une chance pour notre pays.
Elles sont, comme les auto-entrepreneurs, susceptibles de tomber sous le joug de la dépendance économique d'un donneur d'ordre. C'est à la puissance publique qu'il échoit de déterminer et de faire respecter les règles de la concurrence. Cette concurrence doit être loyale et effective afin de refléter les intérêts de chacun des acteurs. C'est elle qui permet aux petits entrepreneurs de ne pas se retrouver en situation de dépendance économique. Le problème soulevé par la proposition de loi est donc double, celui de la protection sociale des travailleurs et celui de la dépendance économique. Il n'est pas résolu en l'état actuel du présent texte, mais il faut lui reconnaître le mérite d'aborder les difficultés des petits entrepreneurs. Les difficultés sont réelles, mais les régler nécessitera probablement un changement plus profond de notre modèle. Parler d'une PPL droits sociaux de travailleurs numériques ne peut se faire sans rappeler le contexte dans lequel ils évoluent. Les travailleurs de plateforme représentent 200 000 personnes en France, soit 0,8% des actifs occupés, parmi lesquels nous pouvons distinguer 3 catégories de travailleurs, ceux qui sont salariés et utilisent les plateformes afin de compléter leurs revenus, ceux qui sont travailleurs indépendants et utilisent les plateformes comme forme d'activité exclusive, ou encore ceux qui sont hautement qualifiés et souhaitent avoir davantage de flexibilité en se tournant vers un intermédiaire numérique, comme par exemple les freelances. La première catégorie est couverte par la protection sociale des salariés. En revanche, les deux autres font objet de débat. Sont actuellement prévus par la loi des droits individuels, tels que la prise en charge plafonnée par décret de la cotisation du travailleur pour une assurance couvrant le risque d'accident du travail, un droit d'accès à la formation professionnelle continue et le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience, ou encore des droits collectifs tels que la protection des travailleurs participant à des mouvements en vue de la défense de leur revendication professionnelle, ou encore la difficulté pour les travailleurs visés de constituer une organisation syndicale. En outre, le gouvernement a souhaité approfondir cette démarche de régulation de la relation entre plateformes numériques et travailleurs indépendants au travers du projet de loi d'orientation des mobilités et notamment par son article 20. Déposée le 28 novembre 2019 par les sénateurs membres du groupe socialiste et républicain, cette proposition de loi part du postulat que les plateformes de mise en relation par voie électronique précarisent les travailleurs et, je cite, utilisent des algorithmes favorisant l'effacement des avancées sociales du siècle dernier, menaçant ainsi, je cite encore, la citoyenneté sociale et la solidarité nationale. Afin de réguler la relation entre les travailleurs numériques et les plateformes, les auteurs de cette PPL proposent donc d'obliger les travailleurs qui recourent à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique, sans être salariés, à être des entrepreneurs salariés ou associés d'une coopérative d'activité et d'emploi. Ainsi, leur activité s'inscrirait dans un cadre juridique existant, à l'instar du statut d'entrepreneur salarié en CDI. Si l'objectif est louable, de nombreuses réserves ont émergé en commission des affaires sociales, et ce pour plusieurs motifs que nous partageons. Il est difficile de contraindre l'ensemble de ces travailleurs à créer des coopératives d'activité et d'emploi, en raison souvent de leur aspiration tournée vers une recherche de liberté, d'indépendance ou d'autonomie. La diversité des plateformes n'est pas prise en compte. En effet, cette notion de plateforme recouvre une grande diversité d'acteurs. Les conditions des travailleurs sont aussi diverses que les plateformes elles-mêmes et ne sont pas forcément plus mauvaises que celles des salariés d'une CAE. Par ailleurs, comme je l'expliquais précédemment, la loi d'orientation des mobilités promulguée le 24 décembre 2019 prévoit justement à travers son article 20 que dans un délai d'1 an, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Enfin, la Commission des affaires sociales a lancé en septembre 2019 une mission d'information sur le droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants. Il est essentiel, selon nous, d'attendre les conclusions de ce rapport. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, les problèmes posés par le développement de l'économie des plateformes est un sujet beaucoup plus vaste que le proposé dans cette PPL. C'est la raison pour laquelle le groupe des sénateurs de la République En Marche votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Olivier Jacquin pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier ma collègue rapporteure, Nadine Grelet-Certenais, et ma collègue Monique Lubin pour le travail. Je raccourcis considérablement mon intervention, Madame la Ministre. Je vais commencer par vous remercier de m'avoir accueilli dans votre ministère avec un jeune de 20 ans, le jeune Kevin, qui s'était révolté
mis en grève et qui ne comprenait pas ce système. Il était accompagné de Jérôme Pimaud du CLAP, qui est en tribune, que je salue effectivement. Mais malheureusement, je constate, Madame la Ministre, à votre intervention, que vous n'avez pas compris le sens de cette visite lorsque je vous entends dire que la responsabilité sociale des plateformes numériques s'améliore. Je ne sais pas si nous parlons de la même chose avec ces protections accidents tout à fait partielles, ces modifications d'algorithmes où maintenant, pour éviter la déconnexion, ils mettent des primes à la course suivante pour maintenir une pression. Et il y a toujours du travail de mineurs et de sans-papiers, sans parler des accidents. Votre solution des chartes n'est pas satisfaisante. Je viens de l'entendre en creux chez presque tous les intervenants précédents. Et d'ailleurs, heureusement, nous sommes dans un état de droit. Par 2 fois, le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Vos chartes sont un cheval de Troie dans notre modèle social. Ça n'est pas satisfaisant. Vous dites par ailleurs que notre proposition ne correspond pas à l'aspiration de ces travailleurs. Mais bien sûr qu'elle ne correspond pas. De la même manière que l'on trouve les cotisations santé élevées quand on a 20 ans et qu'on n'a jamais été malade, de la même manière que les cotisations retraite à cet âge peuvent sembler élevées pour un horizon trop lointain. Ça n'est pas satisfaisant. Nous ne disons pas que notre proposition, chers collègues, est la solution unique et miracle. Comme certains l'ont dit, elle permet d'ouvrir le débat à des alternatives diverses, visant à mieux protéger les travailleurs plutôt qu'à tenter de protéger les plateformes. C'est là notre solution de la coopérative d'activité et d'emploi, dite CAE. Mais à vos diverses interventions, mes chers collègues, j'ai le sentiment qu'il y a une incompréhension. Quand vous entendez coopérative, il me semble que vous avez entendu les modèles anciens de coopérative, type ce que l'on trouve dans la coopération agricole, je suis bien placé pour le savoir, ou les géniales et exigeantes SCOP, par exemple. Le statut d'entrepreneur salarié associé d'une CAE est très différent et il est méconnu. Il n'existe que depuis 2014 et il a été conçu comme une alternative à l'auto-entrepreneuriat. Je comprends donc que certains se mettent à distance de cette proposition. On peut le considérer comme un statut hybride entre salariés et indépendants qui permet le regroupement des salariés, qu'ainsi ils puissent peser face aux plateformes, mais encore qu'ils puissent mutualiser certaines charges fixes. Je vous invite à découvrir le rapport Justi-Thévenoud paru aujourd'hui même à la Fondation Jean Jaurès. Le journal Libération le relate, qui parle de cette solution de la coopérative. Il faut que ces coopératives aient une taille critique pour être efficaces. Ce serait à affiner, à approfondir. Il conviendra de le faire, notamment pendant la navette, de même par l'amendement que nous proposons, qui permettra de distinguer le type de plateforme. Car nous ne sommes pas contre les plateformes numériques, ni même contre l'économie numérique, qui contient le meilleur, mais aussi le pire, et nous voulons combattre le pire. Enfin, je tiens à saluer les différentes interventions qui constatent toutes le problème. Aucun n'a dit que la vie était belle, à part Madame la Ministre, et qu'il fallait continuer de cette manière-là, et qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, de fait, je crois comprendre qu'ils considèrent les chartes comme insatisfaisantes. C'est d'ailleurs un bricolage juridique. Le Conseil constitutionnel l'a dit. Avec un salut particulier aux propos tenus par Catherine Fourrier, qui est responsable et co-responsable de cette mission d'information. Enfin, à nos collègues du groupe CRCE, je vous remercie de voter l'amendement, mais je tiens à dire qu'aucun de nos 2 textes n'est parfait, mais ils constituent des propositions intéressantes et nous devons continuer d'avancer ensemble pour améliorer la situation de ces travailleurs exploités, leur dire et leur faire comprendre que nous les entendons et les défendons. Et je veux ici saluer tous ces travailleurs qui se mobilisent individuellement. Ils sont de véritables lanceurs d'alerte. Respect.
Le débat que nous avons aujourd'hui est une étape importante et nécessaire dans la construction de la protection sociale à la française du XXIe siècle, forte de son histoire, solide sur ses fondamentaux et adaptée aux évolutions du monde. En adoptant cette proposition de loi, vous permettrez à nos collègues députés de se saisir de ce débat et d'entamer la construction de cet édifice. Comme l'écrivait Goethe, on peut construire quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Je vous remercie. La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale. Il y en a un en l'occurrence, un article unique, et il y a un amendement. Madame Lubin, vous le défendez. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Bon, je ne m'attarderai pas trop longtemps dessus. Il en a déjà été question dans les interventions des uns et des autres. C'est un amendement qui vise à restreindre à l'application des dispositions de la proposition de loi aux seules plateformes qui déterminent les caractéristiques de la prestation ou fixent son prix, parce qu'il était évident que nous ne voulons absolument pas contraindre des plateformes qui mettent juste en relation des personnes ou qui présentent, comme l'ont dit nos collègues, certains travaux artistiques ou autres et qui ne relèvent absolument pas d'un lien de subordination. Merci. L'avis de la commission, madame. Bien évidemment, je donnerai un avis favorable à cet amendement qui vient répondre à la commission d'abord. C'est la commission d'abord ? Pardon. Donc la commission a émis un avis défavorable. Ce qui est logique, oui. Voilà. Et moi, j'ai donné mon avis de rapporteur, bien évidemment. Donc c'est après, c'est ça ? Là, je vous ai demandé au nom de la commission. D'accord. Voilà. Avis défavorable de la commission. Voilà, merci. Madame la ministre, au nom du gouvernement, hein. Il n'y avait pas de doute dans mon esprit. Nous sommes d'accord qu'il faut avancer sur un protocole social adapté des travailleurs des plateformes, mais ça n'est pas le bon projet de loi pour ça, et donc avis défavorable du gouvernement. Maintenant, avant de voter cet amendement, je demande s'il y a des explications de vote. Donc, madame, à titre personnel, vous pouvez donner votre avis. Donc, effectivement, en tant que rapporteur, je donne un avis favorable à cet amendement qui vient répondre à la critique qui a été donnée par tous, à savoir restreindre le champ des plateformes. Bien. Alors, je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition. Pardon, si c'est pour remercier et tout, après la... Non, vous voulez? Oui, bien sûr. Je mets aux voix d'abord l'amendement. Ensuite, il y aura la proposition de loi, enfin l'article unique. Alors, qui est pour cet amendement? Il est adopté. Comptez, hein? Combien? Très bien. Qui est contre? 7, 8, 9, 10, 11. Non, ceux qui rentrent là, excusez-moi. Non, mais ils n'ont même pas entendu de quoi il s'agit. Non. Bon, je suis garant de la séance. Le vote avait commencé sans les deux personnes qui sont rentrées. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de. Et je le ferai quelles que soient les situations, parce qu'il faut qu'on respecte ceux qui sont en séance. Non, alors je suis ici le garant du vote. Si vous voulez faire une protestation, vous le ferez après, mais je préside et je préside seul. Voilà. Cet amendement est adopté 16-13. Donc même avec les deux, c'était adopté. Voilà. En plus, si ça peut vous décontracter. Ensuite, nous allons maintenant passer au vote de l'article unique, et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public, je le dis tout de suite, mais s'il y a des explications de vote sur l'article unique, Madame Lubin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier bien évidemment les gens qui ont travaillé avec moi, Nadine Grelet-Certenais, Olivier Jacquin,
les administrateurs de la commission des affaires sociales, voilà, vous remercier pour votre travail, remercier aussi, certains m'entendent, pas tous bien évidemment, tous ceux que nous avons auditionnés depuis des mois et qui ont participé également au colloque que nous avions organisé. J'ai bien entendu, et je voudrais aussi, remercier tous ceux qui ont permis que ce débat arrive à son terme et que nous puissions aller jusqu'au vote. Merci à tous les groupes. J'ai bien entendu les remarques de tous les groupes, j'ai bien entendu les travaux qui démarrent au niveau de la commission, nos collègues du CRCE qui, avant nous, avaient eu aussi une volonté et qui vont continuer. J'ai bien entendu tout cela. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions et nous ne nous faisons pas beaucoup d'illusions sur l'issue de ce vote. Mais je voudrais simplement dire que au Parlement, ce débat aura commencé. Je sais qu'il va continuer. Je sais qu'il va continuer grâce aux autres groupes qui travaillent dessus. L'essentiel est que nous arrivions à quelque chose parce que, Madame la Ministre, dans votre bouche et dans celle de certains intervenants, j'ai bien entendu que le sort de ces travailleurs n'était peut-être pas aussi dramatique qu'on voulait bien le dire. Mais nous persistons à dire qu'il s'agit vraiment d'un dévoiement du droit du travail, qu'il s'agit vraiment d'un retour en arrière de quasiment un siècle et que si nous ne nous emparons pas tous ensemble de ce sujet-là, nous arriverons à mettre en difficulté des travailleurs qui sont déjà précaires. Je m'excuse, je voudrais continuer s'il vous plaît, terminer sans que ça fasse beaucoup de bruit, merci. Et nous laisserons faire des choses qui ne sont pas tolérables aujourd'hui dans notre société. Je vous remercie à tous pour votre écoute et enfin pour nous avoir permis de mener à bien ce débat. Merci. Alors, j'ai Monsieur Gabouty qui a demandé la parole, chers collègues. Oui, juste un mot, parce que j'ai expliqué les raisons pour lesquelles on ne voterait pas ce texte, mais je ne voudrais ni sous-estimer l'importance du sujet qui est abordé, ni marginaliser l'initiative qui a été prise par nos collègues, parce que je crois qu'effectivement, il faut approfondir ce texte à bien des égards, en matière de droit du travail, en matière effectivement de conditions de travail, aussi en matière de concurrence déloyale, parce qu'il y a certaines formes de concurrence déloyale qui peuvent naître, je dirais, de telles pratiques par des plateformes. Mais on doit bien le reconnaître, si vous voulez, vous présenter un amendement que, sur le principe, j'ai bien compris son sens, mais imaginez que si vous voulez, un indépendant qui travaille avec plusieurs plateformes, il y en a une qui correspond à votre amendement et avec laquelle il fait 5%, 10%, et l'autre qui ne correspond pas, il fait 90%, vous le mettez dans un système. Enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment, ça mérite vraiment réflexion et approfondissement, parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, et je ne vote pas contre le principe d'un texte dans le sens dans lequel vous allez, mais je dirais quelque chose qui mérite d'être un petit peu plus mûri, mais qu'il est urgent maintenant de prendre en compte, parce qu'il y a un développement important de ces activités qui se fait de manière relativement anarchique. Voilà ce que je voulais préciser. Madame Fournier, vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement dire à Madame Lubin, ma chère collègue, que il ne faut pas le simplifier, il ne faut pas le réduire à cela. Vous avez remarqué, nous sommes intervenus les uns et les autres, nous nous sommes appropriés de la situation et du sujet, parce qu'on a bien compris qu'il y avait une paupérisation d'un public qui était concerné par ce travail sur les plateformes. Donc, vous savez, je me souviens d'un terme qui a été utilisé par un président de la République que vous connaissez bien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et je vais vous dire, en fait, nous voulons, nous aussi, nous approprier de cette situation. Nous le faisons avec la Commission des affaires sociales. Et c'est uniquement parce que ce texte me paraît incomplet que dans le cadre de notre groupe, nous avons décidé de ne pas voter pour. Voilà, tout simplement. Mais pas parce que le sujet ne nous concerne pas ou que le public ne nous concerne pas. C'est ce que je voulais dire parce que je ne voulais pas qu'il y ait méprise sur les propos que j'ai tenus tout à l'heure. Je vous remercie. Forissier, vous avez la parole. Oui, alors, si préciser notre position du groupe Les Républicains, parce que, vous savez, ça serait trop facile de caricaturer
à l'inverse, depuis que j'ai pris ce problème à bras-le-corps, je n'arrête et je ne cesse de vous dire aux uns et aux autres que ça ne sert à rien de bricoler, de bidouiller des textes qui ne seront pas pour résoudre l'ensemble des problématiques rencontrées. Et c'est pour ça, Madame Lubin, vous avez eu raison de dire qu'un travail est engagé. Et ce travail, je souhaite, en ce qui me concerne, la participation de tous les groupes, parce que c'est un travail collectif. Et j'ai toujours dit, et je le maintiens, nous avons toujours dit aux Républicains, que ce n'étaient pas les modes d'exploitation qui devaient fixer la loi, c'était les principes de notre modèle social déclinés dans le Code du travail qui devaient au contraire être respectés, quelle que soit l'avancée technologique. C'est les grands principes qu'il faut garder, ce n'est pas le moyen qui justifie la fin. C'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'il y a une avancée technologique qu'on doit bouleverser les principes fondamentaux qui gèrent l'équilibre de notre société. Je vous remercie. Très bien, donc nous allons... Madame la ministre, vous voulez dire un mot? Non, ça va. Donc, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi. Je vous rappelle que l'avis de la commission est négatif. L'avis du gouvernement aussi. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Donc voici le résultat du scrutin numéro 65 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 340. Pour l'adoption 70, contre 270. Le Sénat n'a pas adopté. Voilà, vous venez d'assister au vote de la proposition de loi sur les travailleurs numériques, un texte qui a donc été rejeté par le Sénat. Le débat sur ces travailleurs précaires va néanmoins se poursuivre. Le groupe communiste avait en effet lui aussi déposé une proposition de loi pour offrir une meilleure protection à ces travailleurs. Il sera examiné dans les mois qui viennent. On en reparlera bien évidemment sur notre antenne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sur Public Sénat.